Alors, je me présente, donc je suis Aymeric Bouchacourt, je suis le directeur de l'agence JV Web. Je suis chez JV Web depuis 15 ans et l'agence va fêter ses 20 ans cet été. Voilà. Donc, on est très content d'être là de manière durable dans cet écosystème des agences et du web marketing. Et on est très heureux de vous accueillir ce matin dans les bureaux de Meta. Je tiens à remercier toute l'équipe de Meta. C'est vraiment sympa, à la fois de mettre des visages sur des clients, puisque parmi vous, on a des clients, on a aussi pas des agences, des annonceurs qui viennent voir un peu qu'est-ce qu'on raconte sur comment développer les campagnes, comment booster les performances, etc., etc. Et donc c'est vraiment une matinée très agréable pour nous. Donc merci d'être là. Si vous avez des questions à tout moment, vous levez la main, on essaie d'y répondre, qu'il y ait de l'interactivité, que ce soit pas long. On a essayé de mêler aussi un peu de théorie et beaucoup de pratique. Donc ce matin, on a la présence d'Abdel qui représente le groupe, la marque Orchestra, qui pourra témoigner plusieurs fois d'ailleurs de la collaboration qu'on a entre G-Web et Orchestra. Et je vais donc démarrer voilà, en mettant les visages un petit peu des différents speakers. Donc Pierre est team leader SMA, ici présent. C'est lui qui va présenter dans un instant en premier. Ensuite, on aura Martial qui est responsable du studio créa chez JWeb, ici présent également. Donc Abel, je t'ai présenté pour Orchestra. Le reste de l'équipe de JWeb présente ce matin. Je vous le dis pourquoi, parce qu'entre 11h et midi, si vous voulez discuter avec eux, ben, ça vous permet d'imprimer. Donc on a Mathilde qui est account manager, qui gère les réseaux sociaux chez nous. Sébastien, Mathieu qui sont présents et qui vous ont invité ce matin. Thomas, Head of Netlinking. Et puis Bertrand qui a organisé également ce matin en marketing. Voilà, donc on est tous disponibles pour échanger avec vous durant la matinée. Alors quelques mots sur JWeb très rapidement. Je vais vraiment faire très court. Vous avez des références clients avec lesquelles nous travaillons depuis des années. Je dirais qu'on est autant présent sur des business lead que acquisition retail. Et comme c'est important d'être dans une mise en énergie le matin, parce que là je sais, je vous vois, vous êtes en train de digérer votre café, et vous êtes en train de vous dire je me réveille. Je vais faire une mise en énergie, je vais vous demander de vous lever. Alors attention. D'abord, je vais demander à ceux qui ont comme objectif business du lead de se lever juste, c'est pour qu'on se rende compte dans l'assistance qui veut générer du lead. Vous avez vu, ça fait du bien, ça réveille. Ok, donc vous êtes nombreux. C'est un business très important. Merci. Alors normalement, c'est l'autre partie qui va se lever, peut-être pas, qui est sur de l'acquisition, vente, chiffre d'affaires, retail. Ok, un peu moins nombreux, mais vous êtes les bienvenus aussi, merci. Et est-ce qu'il y aurait une troisième audience qui serait plutôt sur du média, de l'engagement, de la vidéo, etc. etc. Oui. 1, 2, tu n'es pas seul. 3, 4, ok, quelques-uns. Très bien. Bienvenue à tous. Donc, on sait répondre à ces trois problématiques et on va en parler durant la matinée. Sur JV Web, donc on existe, je vous l'ai dit, depuis plus de 19 ans, on fêtera nos 20 ans au mois de juin. 90 experts, 500 clients, 8 nationalités. On a plusieurs bureaux, on n'est pas qu'en France, on est également en Suisse, etc., etc. Et puis 40 pays couverts à travers les campagnes qu'on gère. JWeb, c'est à la base du search. C'est comme ça qu'on a été connu. Mais évidemment, on a élargi notre offre au référencement naturel, SEO, netlinking, l'acquisition d'Auxerre, qui est une agence spécialisée il y a 2 ans qui nous a rejoints. Ils sont anglais, mais ils couvrent des budgets européens. Donc, si vous avez besoin de netlinking pour donner de la puissance SEO à votre site, on s'est équipé. Programmatic Ads, Social Ads, ce qui nous réunit ce matin. Donc je vais céder la parole à Vittorio qui est ici. Merci beaucoup Vittorio de nous accueillir ce Merci à matin. toi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de vous avoir là. D'abord, je souhaite remercier les collègues de JV Web d'avoir organisé cet événement aujourd'hui. Moi, je m'appelle Vittorio. Je suis agency partner chez Meta depuis un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce que c'est un agency partner? C'est quelqu'un qui aide les agences médias telles que JV Web dans le développement de leur business ainsi que le business de leurs clients, bien entendu. Car désormais, comme vous le savez, il faut avoir une certaine expertise pour effectivement se lancer, pour effectivement grandir son business sur nos plateformes.
Je suis d'origine italienne, comme vous pouvez l'entendre depuis mon accent exotique. Donc j'espère vous m'excuserez quelques petites fautes par ici par là. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mon accent, on est là pour parler de méta, de lead, de performance. Mais déjà, il faut qu'on sache quel est le but, quelle est la stratégie, quelle est la mission de méta. Il a toujours été le même, c'est celui de créer des connexions, de créer des liens, que ce soit avec vos amis, avec vos proches, avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous et bien entendu avec les marques qui vous plaisent. Pour remettre un peu les choses en contexte, donc Meta n'est plus que Facebook, bien entendu, vous le savez, ça fait longtemps. Il y a Instagram, il y a Messenger et WhatsApp aussi. Il y a peut-être un logo que vous ne connaissez pas forcément qui est Workplace. C'est un outil qui a été conçu pour les entreprises, très similaire à Facebook d'ailleurs, où vous pouvez effectivement créer des groupes, poster du contenu, envoyer des messages. Il y a Oculus aussi, tout à droite, donc l'entreprise qui produit les casques pour la réalité virtuelle. Et dernièrement, je pense que vous en avez entendu parler, Threads, pas encore disponible en Europe. Je n'ai pas énormément d'infos là-dessus, je suis désolé. Mais je pense que vous sachez que voilà, on a eu 100 millions d'inscrits en 5 jours. Donc je pense que ça montre effectivement un peu l'intérêt des gens envers des nouvelles plateformes. Je voulais aussi vous donner quelques chiffres clés. Là, on parle au niveau monde. Okay, donc, on a presque 4 milliards de gens qui ouvrent au moins une fois par mois une de nos plateformes. Et parmi ces gens qui l'ouvrent une fois par mois, il y en a plus de 3 milliards qui ouvrent au moins une fois par jour. Okay, donc, je pense que vous êtes conscient un peu de la puissance de plateforme. Si on parle que de Facebook, on a atteint le cap des 3 milliards d'utilisateurs mensuels. C'est carrément énorme, c'est un peu moins que la moitié de la population mondiale. Donc voilà. Il y a d'autres chiffres qui sont assez intéressants. On a vu qu'on a plus de 200 milliards de Reels qui sont partagés sur nos plateformes, que ce soit Facebook ou Instagram. Parce que souvenez-vous que les Reels sont disponibles sur Facebook aussi, hein, juste pour. Et effectivement, on a vu une croissance de 80% dans l'engagement envers les ads qui renvoient vers WhatsApp. Donc ça montre aussi effectivement la puissance et l'envie des gens d'interagir avec les marques d'une façon peut-être un peu différente qu'aller sur le site internet et faire un achat, mais effectivement interagir par des messages. Voilà, d'autres chiffres clés que j'aimerais bien vous présenter. On a 140 milliards de messages qui sont envoyés chaque jour sur une de nos plateformes de messagerie. C'est énorme. On a effectivement vu que dans les derniers 6 mois, le taux de partage des vidéos a augmenté par 2, donc a doublé. Et effectivement, le temps passé en regardant des vidéos, c'est désormais plus que 50% du temps qui est passé sur Facebook. Donc, je pense que vous en êtes conscient, mais le format vidéo, c'est vraiment quelque chose qui engage les gens. C'est quelque chose qu'il faut effectivement utiliser en tant que marque pour aller chercher de l'engagement justement vers les utilisateurs. Il y en a d'autres chiffres clés assez intéressants parce qu'encore une fois, souvenez-vous que la mission est celle de créer des connexions avec les gens qui aiment les mêmes choses que vous. Presque tous les utilisateurs de Facebook font partie de plus de 15 groupes. Et il y a plus de 100 millions de groupes qui chaque jour sont rejoints sur Facebook. Et dernier chiffre clé, je pense que vous en serez intéressé, il y a plus de 200 millions de business qui sont présents sur nos plateformes et qui effectivement sont connectés avec les gens. Comment on connecte effectivement les marques avec les utilisateurs? Soit il y a tout ce qui est le contenu organique, vos pages, vous pouvez les animer, vous pouvez les modérer, mais bien entendu, il y a tout le format publicitaire que je pense que vous connaissez très bien, avec différents emplacements, que ce soit le feed d'actualité, que ce soit le format Stories, le format Reels, et ainsi de suite. On a aussi interviewé beaucoup de gens, à peu près 400 000, un peu partout dans le monde.
Et effectivement, on a eu des réponses assez intéressantes. On a vu qu'il y a presque 80% de ces gens qui ont répondu qui effectivement ont posté ou repartagé du contenu sur nos plateformes. Et parmi ces gens, il y en a plus de 25% qui ont effectivement cliqué sur une annonce sponsorisée, sur une pub, sur une ad, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'aime bien annonce sponsorisée. Tout ça, c'est pour montrer qu'effectivement, notre plateforme sont animées par nos utilisateurs. Ce n'est pas forcément nous qu'on les anime, c'est vraiment les gens qui vont sur nos plateformes et qui rendent nos plateformes vivantes. Okay. Donc, c'est vraiment des audiences qui sont engagées, qui sont actives. Et je ne vais pas vous lire toutes les données, mais effectivement, parmi ces gens qu'on a interviewés, il y en a 70% qui ont effectivement déclaré d'avoir connu, d'avoir découvert un produit sur une de nos plateformes. Et il y en a presque 60% qui ont effectivement déclaré que les plateformes Meta, c'est des plateformes où les achats, ça se passe bien. Okay, c'est vraiment des plateformes qui aident les marques à avoir de la croissance et à générer des achats. Bien entendu, par notre plateforme, vous pouvez effectivement travailler tout ce qui s'appelle le full funnel, okay, de la phase de découverte jusqu'à la phase d'achat et effectivement à la phase de loyalty, vous pouvez faire le tout. La performance, on le sait, c'est peut-être le sujet le plus intéressant pour vous, mais effectivement, moi je conseille d'avoir toujours une stratégie de full funnel et vous pouvez le faire chez Meta. Pourquoi ça? Tout simplement parce que on a plus que 80% des investissements qui sont effectivement mis pour notre core business, c'est-à-dire permettre aux gens, aux marques, d'avoir de la croissance. Où sont les autres 20%? Il y a le métaverse, bien entendu. Je vous rassure, le métaverse est toujours là. Okay, on continue à y travailler. Et bien entendu, tout ce qui est le développement de l'IA, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, voire maintenant. L'IA. Donc l'IA, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est là, qui anime notre vie au quotidien. Que ce soit pour aller d'un point A à un point B et comprendre comment faire en temps réel, que ce soit le fait qu'on fait des fautes en écrivant des messages et on est corrigé, tout ça c'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui comprend nos habitudes et fait en sorte d'améliorer en quelque sorte nos vies. Nous, en particulier, on travaille sur ça depuis très longtemps, mais à l'instant on se focalise par exemple sur tout ce qui est les grands modèles linguistiques. Donc le fait que je puisse parler en italien et l'IA traduit en français, je peux parler en italien et avoir des sous-titres dans une autre langue. Voilà, donc tout ça, c'est les modèles linguistiques. On a bien entendu tout ce qui est la transformation des images, passer dans une image à une autre, et aussi tout ce qui est la vidéo, la possibilité d'améliorer des vidéos, mais aussi passer d'une image à une vidéo et vice-versa. Et en effet, on s'est rendu compte que dernièrement, on a vu plus de 173% des conversations sur nos plateformes autour de ce sujet, de l'IA. Donc on ne pouvait plus se cacher, il fallait à ce point-là mettre à disposition et communiquer là-dessus au monde entier ce qu'on faisait. Mais comme je vous disais, ça fait longtemps que Facebook y travaille. Depuis le 2006. En effet, si vous y pensez, le feed d'actualité n'est rien d'autre qu'une intelligence artificielle. Parce que c'est un algorithme qui est capable de comprendre ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, et vous proposer quelque chose qui est susceptible de vous intéresser toujours plus. Et plus vous l'utilisez, plus il va comprendre. C'est ça le but de l'IA. La slide elle est un peu bizarre là, désolé. Normalement, il y a des images qui s'affichent. Mais bref, si on veut avoir un exemple concret de quelque chose qui va arriver vraiment bientôt, notamment sur l'écosystème publicitaire, nous, on mettra à disposition, et c'est déjà le cas, tout ce qui est la possibilité d'écrire un texte et avoir des variations de ce même texte,
tout ce qui est la possibilité d'écrire et avoir une image derrière. Donc, je peux dire, je veux un ciel rouge et l'IA est capable de me sortir une image qui correspond à mes souhaits et éventuellement tout ce qui est le recadrage d'image. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible depuis longtemps. Bien entendu, il n'y a pas que l'écosystème publicitaire. Okay, vous pouvez le voir. Il y a tout ce qui est l'innovation de l'IR et VR. Il y a la messagerie. Il y a le moteur de découverte, bien entendu. Donc, le fait que nos plateformes vous proposent du contenu. Mais bien entendu, il y a tout ce qui est la sécurité. Okay, c'est très important. C'est un sujet qui met à cœur parce qu'effectivement, les gens utilisent nos plateformes parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Okay, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver du contenu intéressant, pertinent et pas dangereux. Tout ça, bien entendu, on cherche de automatiser le plus possible. Mais je peux vous rassurer, il y aura toujours derrière quelqu'un d'humain qui va effectivement contrôler tout ça. Et ça, je peux vous le dire par expérience personnelle parce que ma femme a fait ça. Donc je connais très bien. Mais bien entendu, on continue à développer le moteur de recherche, je viens de vous le dire, et de l'autre côté, on cherche d'améliorer toujours plus la pertinence des annonces sponsorisées. Pourquoi ça? Parce qu'effectivement, le but est pour nous, pour vous, pour les agences médias, d'aller chercher toujours de la chiffre d'affaires et d'aller chercher toujours plus de croissance. Et effectivement, on s'est rendu compte l'année passée que grâce à nos investissements, on a vu un taux de conversion qui a augmenté de 20% dans le dernier trimestre 2022 vers le dernier trimestre 2021. Et là, on va rentrer en celui de 2023. On va voir qu'est-ce qui se passe. Mais effectivement, on a vu aussi une baisse constante des coûts par acquisition, justement parce qu'on est finalement capable de vraiment pousser le bon annonce au bon moment, au bon utilisateur. Donc, je laisse la parole aux collègues de JV Web. Je ne veux pas non plus faire trop long. Mais si on veut vraiment quitter avec 3 points clés, ben la première chose, que vous avez la possibilité de vous connecter avec presque 4 milliards d'utilisateurs actifs sur notre plateforme. Nous, notre but est celui de stimuler toujours la croissance de nos clients. Et bien entendu, sachez qu'on souhaite investir toujours plus sur le développement de l'intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup. Merci Vittorio. Merci Vittorio, bonjour à tous. Alors pour le petit rappel, je suis Pierre, team leader SMA chez JV Web. Donc aujourd'hui, on a un sommaire assez chargé. On va aborder plein de points clés pour justement réussir à développer votre stratégie. Donc on a essayé d'adapter les slides pour que ça parle aux e-commerçants, tout comme ça peut parler pour de l'acquisition de leads. N'hésitez pas une fois de plus à interagir, à participer. C'est là où aussi on trouve la valeur et il y a peut-être des gens qui sont dans les mêmes problématiques que vous. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment définir une stratégie efficace sur Meta, comment est-ce que vous pouvez l'adapter à vos objectifs qui vous sont propres, comment adapter votre structure du compte publicitaire selon la saisonnalité, mais aussi, on va parler un peu plus data et on va parler comment mesurer l'apport effectif de vos campagnes. Ensuite, comme on l'a dit, on a la présence d'Abdel qui vient représenter Orchestra. Et la dernière brique sera sur la créa. Donc aujourd'hui, la créa, elle est au centre effectivement de l'acquisition sur Meta. Comment est-ce qu'on arrive à adapter nos créas pour pouvoir parler aux gens et déclencher l'acte d'achat? Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Comment on peut mettre en place un dispositif efficace? Alors, j'audite des comptes tous les jours. C'est mon quotidien. Que ce soit des prospects, que ce soit les comptes qu'on gère à l'agence. On a déterminé chez JV Web 3 typologie d'erreurs classiques qui impactent votre business. Par l'impact, on parle de perte de chiffre d'affaires, de sous-performance et de remontée des données qui peuvent être potentiellement erronées. La première erreur, elle concerne votre structure de compte. Il y a 2 typologies d'erreurs assez classiques qu'on retrouve à peu près chez la moitié des annonceurs et il y a fort à parier que vous soyez aussi dans un de ces cas. Soit votre structure est trop simple et du coup vous n'exploitez pas toute la force de la plateforme, ou soit, au contraire, elle est trop granulaire et à ce moment-là, on fait un peu du méta comme on faisait du Facebook Ads il y a 5-10 ans. Donc, vous allez forcément passer à côté de chiffre d'affaires et
vous allez investir parfois à perte. La deuxième erreur concerne le tracking. Le tracking, ce n'est pas le sujet le plus enthousiasmant pour la majeure partie des personnes. Pourtant, c'est un sujet clé aujourd'hui. Il y a les cookies tiers qui vont être amenés à disparaître. Meta a sorti une solution avec l'API de conversion. On en reviendra après. Mais le tracking est fondamental aujourd'hui si vous voulez des performances sur Meta. Le dernier point, c'est la créa. Martial nous en parlera un peu plus après. Comment est-ce que vous pouvez adapter vos créas selon votre cible à qui vous vous adressez? Maintenant, comment adapter votre dispositif à vos objectifs? Alors, on a 3 slides. On a essayé de synthétiser au maximum ces slides pour justement qu'elles puissent parler à tout le monde. La première slide sera plus focus rentabilité, donc pour les e-commerçants. Ensuite, on ira plus sur de la considération, donc pour le lead, et on montera sur tout ce qui est branding. Le b.a.-ba de l'e-commerçant sont les campagnes effectivement de conversion et de catalogue. Vous serez surpris le nombre de personnes qui n'utilisent pas encore ces fonctionnalités et pourtant qui cherchent la performance sur Meta. Aujourd'hui, si on veut adresser les clients, et Vittorio nous en a bien parlé, l'IA va pousser les bonnes annonces aux bonnes personnes si on est pertinent par rapport à eux et si les campagnes de conversion sont bien setupées. Notre objectif, c'est effectivement de ramener des clients et de maximiser la performance. À côté de ça, on a la nouvelle typologie de campagne qu'a sorti Meta il y a maintenant à peu près 1 an, qui est Advantage plus Shopping, où là, on va justement laisser le plus de place possible à l'algorithme. Donc on a des notions de machine learning, on a des développements qui sont quasiment illimités sur cette plateforme et sur cette typologie de campagne, avec justement plus de 150 créas qu'on peut mettre au sein d'une seule campagne. C'est aussi ce qui nous permet de faire un mix entre les campagnes de catalogue et de conversion, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est une typologie de campagne, si vous êtes e-commerçant et que vous ne l'avez pas encore, qui est primordial d'installer au plus vite. Enfin, selon votre maturité et selon où vous en êtes sur l'omnicanalité, il y a les campagnes Drive to Store. Les campagnes Drive to Store, j'emmène sur la plupart de mes annonceurs qui ont des magasins. 9 fois sur 10, ils sont frileux au début. Par contre, quand on arrive à prouver et qu'on arrive à remonter les conversions hors ligne, donc ce qui se passe en magasin, on a tout de suite un déclencheur et ces campagnes tournent en fil rouge après. Pourquoi ? Parce que justement, ces campagnes, comme son nom l'indique, nous permettent de cibler géographiquement autour d'une zone, donc autour de votre ou de vos magasins, et de ramener les gens directement. Donc on bénéficie de CPM qui sont vraiment avantageux et qui nous permettent justement de couvrir la zone pour déclencher l'acte d'achat en magasin. En complément, du coup, pour les e-commerçants, mais pour les typologies de leads, on a 2 campagnes principales pour justement générer des prospects. La première, c'est l'inscription à la newsletter. Vous en êtes familier. La plupart des annonceurs en utilisent. Et si vous ne le faites pas encore, je vous invite fortement à le faire. C'est ramener les gens sur votre site internet pour qu'ils puissent s'inscrire à votre newsletter que vous voulez retravailler dans un second temps. C'est important. Remettez-vous à la place de l'utilisateur aussi. C'est dur parfois de prendre un peu de recul, mais quand était pour vous la dernière fois où vous avez vu une annonce sur Facebook ou sur Instagram et que vous avez directement converti, que vous avez acheté le produit ou autre? Il y a fort à parier que finalement, ça remonte à assez longtemps. Et vos prospects, vos clients, c'est pareil. Ils ont besoin de plusieurs rappels sur l'offre, sur la marque, sur ce que vous leur proposez pour pouvoir convertir. Donc les campagnes d'inscription à la newsletter, tout comme les campagnes de lead ads, sont primordiales. Ça fait un premier touchpoint. Au niveau du lead ads, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est les formulaires instantanés sur Meta. Donc ça permet de récolter des adresses email, des noms, des prénoms et toutes les informations qu'il nous faut par rapport à vos prospects, tout en les laissant sur la plateforme. Pour les plus professionnels et ceux qui sont le plus avancés dans cette typologie de campagne, il est maintenant possible de connecter votre CRM directement à Meta, ce qui nous offre la possibilité de récupérer vos leads directement, mais surtout de votre CRM, de renvoyer les infos vers Meta. Comme ça, on va nourrir l'algorithme. Vittorio en a parlé aussi, on est sur des notions d'AI qui sont vraiment poussées. On nourrit l'algorithme avec justement, est-ce que le prospect a été qualifié? Est-ce qu'il a réussi à convertir? Combien est-ce qu'il m'a rapporté? Et le fait de réalimenter cette campagne va justement nous pousser et pousser le ciblage justement de nos campagnes pour avoir des meilleures performances, tout simplement. La campagne de trafic qualifié est aussi un prérequis aujourd'hui dans ce qu'on mène à l'agence. On a des coûts par clic qui sont extrêmement avantageux et qui nous permettent de retravailler la cible en plusieurs fois. Et c'est primordial si aujourd'hui vous voulez avoir de la performance sur Meta. Quelle que soit votre typologie, menez des campagnes de trafic qualifié. Elles sont très importantes. De la même manière, on a vu certaines personnes qui se sont levées pour des objectifs un peu plus haut de funnel, de branding, de vue de vidéo, etc.
Aujourd'hui, la plateforme Meta nous offre des CPM qui sont extrêmement intéressants si vous voulez performer et si vous voulez couvrir une large zone. Donc on est sur des objectifs de mémorisation publicitaire ou de couverture. Généralement, sur du format vidéo, l'image fonctionne aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif full funnel. Si vous mettez en place ça, vous arriverez forcément à retravailler vos cibles, à nourrir vos autres canaux et à générer plus de chiffre d'affaires. C'est un peu l'objectif. Maintenant, vous allez me dire, ok, super, j'ai une structure type. Attention, je mets quand même un bémol parce que deux structures, deux comptes publicitaires ne se ressemblent pas. Ça ne sert à rien d'aller les copier-coller. L'idée, c'est vraiment que votre compte publicitaire vous est propre. C'est le fruit de vos enseignements, c'est le fruit de votre apprentissage, de votre développement. Vous ne pouvez pas juste simplement copier-coller une structure. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc aujourd'hui, faites des tests. Profitez de toute la capacité de ciblage de la plateforme, de capacité de machine learning, d'algorithmes, pour justement réussir à faire décoller vos perfs. On va avancer un petit peu sur l'adaptation de votre dispositif selon la saisonnalité. Vous serez surpris le nombre d'annonceurs qui n'adaptent pas leur structure. Pourtant, si on a un message clé sur votre structure de compte publicitaire aujourd'hui, si je peux vous partager quelque chose, c'est mettez à jour votre structure en fonction de votre temps, enfin de vos temps plutôt. On a des périodes faibles, on a des périodes fortes. L'idée étant vraiment de pouvoir profiter des deux périodes. Je m'explique. Si vous ne profitez pas des périodes faibles, vous allez avoir pas beaucoup de moments dans l'année où vous pourrez tester. Les périodes faibles sont vraiment propices au test. Vous allez tester vos wordings, vos créas, vos audiences, votre structure, etc., etc. Comme ça, tout ce que vous aurez testé, vous pourrez récolter des enseignements par la suite. Et forcément, derrière, vous allez être beaucoup plus profitable, beaucoup plus rentable lorsque vous voulez lâcher les chevaux en période forte. Généralement, les soldes pour les e-commerçants ou votre période forte qui vous est propre. Donc aujourd'hui, c'est primordial d'adapter votre structure. Si vous ne la faites pas modifier dans le temps, sur une année, vous passez à côté d'énormément de conversions. Et si vous passez à côté de conversions, vous passez à côté de chiffre d'affaires et potentiellement, vous investissez parfois à perte. Ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, si j'ai un message clé pour vous sur la structure, adaptez-la. C'est fondamental. Maintenant, comment on va déterminer l'apport réel de vos campagnes? Juste pour prendre un peu la température, qui aujourd'hui dans la salle traque uniquement avec le pixel, à main levée? Ok, quelques-uns. N'ayez pas honte, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Uniquement avec le pixel, ok. Qui a déjà installé l'API de conversion? Ok, des mains en plus. Et pour ceux qui ont déjà installé l'API de conversion, qui en est à l'optimisation de l'EMQ, l'Event Match Quality, qui nous permet de récolter plus de données justement grâce à l'API de conversion? Ok, pas grand monde. Pas grand monde, mais c'est tout à fait normal et ça ne me surprend pas par rapport justement à tous les comptes qu'on gère et qu'on audite justement. C'est une problématique qui est bien connue. Pour rappel, l'API de conversion, très rapidement pour ceux qui n'ont pas encore suivi, c'est la nouvelle fonctionnalité de Meta qui sert plus tard à remplacer les cookies tiers. Aujourd'hui, hier, on traquait plutôt uniquement avec le pixel. Le pixel qui est adossé au cookie tiers va être amené à disparaître. Attention, c'est le moment technique, je vais en perdre certains. Concentrez-vous parce que c'est quand même relativement important. L'avantage de l'API de conversion, c'est de pouvoir retrouver une grande partie de la donnée qu'on avait perdue suite à iOS 14, suite à tous vos problèmes liés à votre bannière de consentement, suite aux problèmes de connectivité. On perd énormément de données avec le pixel aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire si vous perdez de la donnée? L'algorithme est brouillé. En fait, on ne va pas remonter toutes les conversions qu'on peut avoir sur la plateforme. Si on ne remonte pas toutes les conversions, on perd une partie de la visibilité. 30, 50, 70%, on ne sait pas trop, mais on perd une partie de la visibilité. Et c'est primordial pour vous d'avoir cette visibilité pour pouvoir investir correctement. Si vous n'investissez pas correctement, vous allez naviguer à vue, vous n'allez pas remonter tout le chiffre d'affaires, et dans un second temps, l'algorithme ne sera pas en capacité de comprendre réellement quel ciblage fonctionne. Il y a des utilisateurs qui vont surperformer pour votre business, mais que justement, l'algorithme ne va pas réussir à trouver parce qu'il aura des mauvais signaux, il aura juste perdu la visibilité. Donc l'API de conversion a été mise en place. L'API de conversion nous permet de faire donc un lien sur votre serveur et sur le serveur Meta pour faire transiter les infos. L'idée, tout en restant dans le cadre de la RGPD, parce que c'est une solution qui est complètement RGPD, on a souvent la question, c'est de pouvoir faire transiter les infos qui vous intéressent. Donc vous pouvez remonter plus d'informations sur vos clients que vous le pouviez via le pixel. Vous avez la main sur absolument tout ce que vous voulez faire et ce que vous voulez renvoyer pour nourrir l'algo selon vos problématiques, selon vos objectifs. Si j'ai un message clé
sur la data, installer l'API de conversion. On sait que c'est un problème, on sait que c'est un sujet qui a du mal à être priorisé en interne parce que vous avez tous mis le chantier avec votre équipe IT pour faire développer votre site. Maintenant, si vous perdez une partie de la donnée, vous passez à côté parfois de dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires selon vos investissements. Et ça, c'est pas correct. C'est pas ce que vous voulez. Maintenant, la solution, forcément. Chez JVWeb, on peut installer l'API de conversion pour vous. Pour rappel, JVWeb a été la première agence en France à proposer ça à ses clients. On peut installer l'API de conversion. On a maintenant un peu plus d'1 an d'expérience sur le sujet. Notre objectif, c'est de vous accompagner et de pouvoir l'installer sous 48 heures. C'est notre objectif, c'est ce qu'on fait généralement. Et en plus, l'avantage, c'est de bénéficier de coupons publicitaires. Je m'explique. JVWeb, qui est accueilli par Meta aujourd'hui, merci encore, est le plus haut niveau de partenariat, ce qui nous permet d'avoir accès à certains avantages, dont les coupons publicitaires. Le coupon, généralement, couvre les frais de setup de l'API de conversion. Donc ça veut dire, si on reboucle, et sous certaines conditions, mais ça je vous invite à aller soit me voir après, soit aller voir les équipes JVWeb, sous certaines conditions, vous pouvez en fait bénéficier gratuitement de l'API de conversion en passant par JVWeb. Donc n'hésitez pas, si vous l'installez pour la première fois, au-delà de l'installer gratuitement, de préparer la fin des cookies, etc., vous êtes en mesure de retrouver une vue que vous avez perdue et d'investir beaucoup plus intelligemment sur la plateforme. Petit cas client sur Laurastar, qui est un annonceur suisse sur lequel on diffuse sur beaucoup de marchés européens, qui est une marque spécialisée dans la vente de systèmes de repassage haut de gamme, qui a installé son API de conversion. Dans les très grandes lignes, ça nous a permis de faire 3,6 fois 3,6 sur le ROS. Ce qui veut dire qu'on avait perdu énormément de données depuis iOS 14. Donc on investissait moins sur la plateforme parce que c'était beaucoup plus compliqué de prouver l'apport de Meta dans la stratégie de marketing global. Et une fois qu'on a mis en place l'API de conversion, ce qui a été fait il n'y a pas si longtemps, on a réussi à retrouver 100% des achats remontés en plus, ce qui nous a permis de faire x 3,6 de ROS. L'impact, c'est vraiment de pouvoir revaloriser le levier, de retrouver une partie de la visibilité perdue, mais surtout d'investir plus intelligemment et de regagner une partie du chiffre d'affaires dont on avait perdu un peu la visibilité, et de nourrir l'algo, et donc meilleur ciblage, et donc meilleurs investissements. Vous avez compris. On va avancer sur une autre brique qui est aussi importante. Je vais vous poser 3 questions. Est-ce que vous vous posez la question de savoir quelles sont les différences de résultats entre ce que vous remontez via la plateforme Facebook et ce que vous remontez sur votre outil d'analytics? Quel qu'il soit, vous allez avoir un écart, et c'est normal. Est-ce que vos conversions sont réellement dues à Facebook? C'est une question qu'on me pose tous les jours. Et c'est une question qui est compliquée, on est d'accord. Et comment piloter les investissements entre plateformes? Comment est-ce que vous pouvez assurer le mix marketing le plus intelligent pour que chaque euro dépensé, que ce soit sur Facebook ou sur n'importe quel autre écosystème, vous soit réellement profitable? Je vais vous poser un casse-tête chinois que vous connaissez très probablement. On est tous dans cette problématique. Notre annonceur ici a vu pour la première fois une publicité sur Instagram. Il a ensuite cliqué sur le réseau de recherche Google. Il a fait son parcours de vie et ensuite il a vu une publicité Facebook. Ok, comment est-ce qu'on attribue cette vente? Est-ce qu'on va l'attribuer à Instagram, qui est le premier touchpoint? Est-ce qu'on va l'attribuer à Google, qui lui a fait cliquer pour la première fois? Ou est-ce que c'est Facebook la dernière fois où l'annonceur a vu la publicité? En fait, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de comprendre le processus d'achat et le parcours d'achat, le funnel de votre utilisateur. Et pour ça, justement, on essaye avec Meta, et on va vous présenter un cas après, de mettre en place des solutions qui nous permettent de prouver l'apport réel des campagnes. Comment est-ce qu'on calcule la valeur incrémentale? Très rapidement, l'incrémentalité, ça va être la croissance des résultats d'une entreprise grâce aux publicités. Donc on va pouvoir déterminer l'impact d'un utilisateur qui a été exposé à une publicité sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, Messenger, peu importe, versus une autre personne qui n'a pas du tout été exposée à la publicité. Pour ça, on a un super outil avec Meta qui s'appelle le Conversion Live Study. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce test, l'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe de typologie de personnes test qui va être exposé aux annonces et un groupe de contrôle qui, eux, seront vierges d'annonces, donc exclus de toutes les annonces. Idéalement, le Conversion Live Study, vous avez envie de le mener sur une période business qui est relativement calme pour vous et essayez de faire en sorte de ne pas communiquer sur la télé, sur la radio, sur d'autres canaux pour que les résultats et la représentativité statistique soient la plus proche de la réalité possible.
Au bout de ce test, vous allez pouvoir déterminer l'incrémentalité, donc l'apport réel des publicités sur votre volume, sur les différents événements. Donc votre achat, vos ajouts au panier, vos leads, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, de 1, j'ai réussi à retrouver une partie de la donnée que j'avais perdue. Super, OK. De 2, maintenant, bon, je vois quand même là des déperdition entre Facebook et mon outil d'attribution. Comment est-ce que je vais faire? Eh ben, cet outil répond justement à ce besoin de se dire, OK, on peut attribuer à Meta X% de nos ventes qui nous sont propres et dont on serait passé à côté si on n'avait pas utilisé cet outil. Maintenant, un petit cas client sur Pimki qu'on accompagne aussi à l'agence. Avec Pimki, on a fait relativement récemment avec Vittorio aussi une étude de conversion live study qui nous a permis justement de vérifier l'apport réel de la plateforme dans le mix marketing du client. Pimki, bon, vous connaissez tous, enseigne de prêt-à-porter français pour les femmes, fait face à la problématique du secteur. L'industrie est très mouvementée pour eux. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, est-ce qu'on est rentable sur Meta ou est-ce qu'on n'est pas rentable? Donc, on a mené cette étude avec Vittorio et avec le client, justement. Ça nous a permis d'avoir des résultats qui sont fiables et de déterminer justement exactement l'incrémentalité, donc combien nous rapporte chaque client et combien est-ce qu'on est prêt à investir pour intégrer ça dans notre stratégie de marketing global. Donc, on a pu calculer de nouveaux objectifs plus pertinents sur l'ensemble des étapes du funnel. OK, combien nous coûte un achat? Combien nous coûte un panier? Combien nous coûte une vue de contenu? Et à ce moment-là, ça nous a permis de redéfinir la stratégie globale sur Facebook, sur Instagram. Et pour le client, ça lui a permis d'investir plus intelligemment. Donc là où on était parfois un peu à la volée et qu'on avait du mal à se définir des objectifs précis, maintenant, on sait exactement où part chaque euro et de cet euro, combien vont résulter derrière. Donc c'est vachement intéressant et surtout, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec vous assez facilement. Il faut savoir que c'est des études qu'on mène du coup main à main avec Meta, donc chez JV Web, et que par trimestre, on peut avoir des coupons publicitaires qui matchent une partie des dépenses. On en reparlera après. Si vous voulez, justement, n'hésitez pas à avoir nos équipes à la fin de la conférence. Justement, vous pouvez bénéficier jusqu'à 10 000 euros, enfin 10 000 dollars justement sur vos dépenses. Donc, menez cette étude, retrouvez une partie de la donnée et surtout, investissez plus intelligemment, arrêtez de passer à côté de centaines, dizaines, milliers d'euros parfois sur vos comptes publicitaires. J'ai fini sur la stratégie. Maintenant, j'invite Abdel qui va représenter Merci. Orchestra sur scène. Bonjour à tous. Abdel, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Enfin, rapidement, tu peux. Oui, je peux le faire rapidement si tu veux. Alors moi je m'appelle Abdelila Halim, je suis le responsable d'acquisition Europe d'Orchestra. Donc je gère du Maroc jusqu'à la Grèce l'ensemble de l'acquisition du groupe. Orchestra c'est quoi? C'est tout simplement une marque qui évolue sur la thématique du retail pour enfants et aussi sur la verticale de la périculture. Pardon. On a actuellement... Bon, maintenant, ça a augmenté, hein, mais 412 magasins à date et à peu près 3-4 qui s'ouvrent encore en Algérie actuellement. Et on est présent dans plus de 40 pays. On est aussi sur plusieurs typologies de business. C'est ça qui est assez intéressant chez Orchestra. Et du coup, sur plusieurs typologies de challenge autour de l'acquisition. On a des marques distributeurs. On a Tambour qui est du coup une marque qui est associée à de l'abonnement de couches pour enfants. Donc on vous livre votre couche, votre box avec l'ensemble des couches pour votre enfant et on s'adapte bien entendu à l'évolution de l'âge de l'enfant. Ce qui est aussi intéressant chez nous, c'est qu'on a des marques qui sont dédiées à certaines verticales, notamment Prémaman qui est assez connue et qui a été rachetée en 2011 en Belgique, qui est dédié du coup à l'industrie de la puériculture. Et de là, on a une verticale assez importante de produits. Ça va du siège auto en passant par de la gigoteuse jusqu'à la poussette. Et du coup, on répond logiquement à l'ensemble des besoins des parents. On a aussi d'autres marques comme Babycare ou Combel qu'on a racheté dernièrement. Je pense que Combel est assez connu. Qui dans la salle connaît Combel? D'accord. Donc c'est des sièges, c'est les chaises hautes pour bébés de notre enfance, assez connu. C'est fait dans le centre de la France et c'est un produit typiquement français. C'est une marque qui nous tenait à cœur d'accompagner, qui était en difficulté et qu'on a
pu racheter dernièrement pour justement remettre un coup de boost à la marque et faire en sorte aussi de prévaloir le savoir-faire français. Et puis voilà pour ma présentation. Et je suis aussi montpelliérain, tout comme JV Web, et papa d'un petit garçon. Merci Abdel pour cette présentation. Maintenant, j'ai quelques questions à te poser qui vont être intéressantes et peut-être que certains annonceurs dans la salle vont se reconnaître dans ton cas. Donc ma première question est relativement ouverte. Comment est-ce que s'inscrit le SMA dans ta stratégie de web marketing chez Orchestra? Alors avant ou après JV Web? Les deux. Alors avant, c'était assez compliqué parce que c'est assez compliqué en interne de justifier finalement l'intérêt et l'apport du SMA dans notre stratégie de mix marketing. Et maintenant, à date, on est beaucoup plus en clair avec ce sujet, avec vraiment une vision d'apport complémentaire et on est bientôt quasi sur un canal principal dans notre stratégie. Ce qui est intéressant, ça a été vraiment, finalement, je pense que tout le monde l'a vécu ici, l'avant après Covid, qui a fait prévaloir finalement l'apport du SMA et qui du coup nous a apporté, nous aussi, une vision maintenant assez claire sur ce canal. Et maintenant qu'on a une vision qui est relativement assez claire, quels étaient les principaux challenges avant? Compliqué, compliqué sur le tracking, compliqué sur la manière aussi de gérer nos créas et nos campagnes, des structures de compte assez figées finalement, c'était ça un petit peu le problème. Et aussi on avait une vraie méconnaissance en interne de l'apport que pouvait avoir le SMA. Et du coup on était sur des stratégies hyper classiques qui n'apportaient pas finalement le ROI escompté. Et on pilotait un peu au ROAS comme tout le monde le fait, mais sans réellement avoir de structure de compte dédiée et sans aussi avoir une notion de saisonnalité dans notre structure de compte. Est-ce qu'on peut dire que cette année, l'un des principaux facteurs d'accélération a été pour vous la l'API de conversion? Oui, clairement. Déjà, moi, je suis vraiment le geek de l'équipe. Et puis, ce que je voulais, c'était mettre en place. Enfin, il faut être logique, hein. Nous, on vend des produits qui sont relativement accessibles. On a des bodys à 4 €, on a des t-shirts à 5. Il faut être hyper bon sur notre stratégie d'acquisition. Et techniquement, il faut être super bon parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du tracking. Parce que clairement, nous, la perte de tracking, contrairement à d'autres business, peut clairement impacter notre marge et du coup finalement le bénéfice. Ce qui est important pour nous, c'était vraiment de se dire on installe toute la partie server-side, on essaye d'aller au-delà pour se rapprocher finalement de la vérité, hein, c'est ce qu'on recherche tous finalement en acquisition, et essayer d'avoir sur l'ensemble des canaux, hein, pas que Meta, aussi ce regain de tracking pour essayer de se retrouver avec ce qu'on avait fut une époque avant les ad bloqueurs, avant tout un tas de choses qui ont fait mal du coup à la perf. Forcément, effectivement, merci. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi ou Orchestra d'une manière plus générale, à travailler avec une agence et pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers JV Web? Alors, en tant qu'ancien hôtelier, pour une part, où j'ai eu ma petite vie d'hôtelier, ancien discounter également, où j'ai fait mes armes, pour moi, c'était important. Ce qui était important, c'était l'excellence opérationnelle. Sur tous ces aspects, c'était aussi la proximité et le fait de pouvoir faire des workshops assez facilement. C'était aussi, surtout pour moi, des équipes qui sont dans cette constante R&D. On est dans un métier hyper technique. Moi, j'ai besoin d'avoir une vision assez macro, mais aussi assez micro sur ce que font les équipes et sur la manière dont finalement les différents canaux sont amenés à évoluer. Et du coup, on doit être en phase, et comme je vous l'ai dit, il y a toujours cette notion de perf, avec finalement l'évolution des technos et finalement le fait que l'agence soit tout le temps proactive sur le sujet. Donc c'était assez intéressant parce que moi, ce que je voyais souvent par le biais aussi de l'histoire de JV Web, c'est cette constante R&D, ce travail commun, que ce soit avec Google ou maintenant avec Meta depuis un moment, d'être en phase avec tous les sujets et toutes les évolutions de la plateforme. Et c'est ce qui m'a décidé moi, et surtout c'est ce qui a fait en sorte aussi que on passe du coup sur non pas que le search, parce qu'on avait aussi une partie du search à l'époque, mais vraiment le search plus le SMA et maintenant TikTok d'ailleurs. Effectivement, et du coup, la partie R&D qui est prépondérante et la proactivité aussi, on en reparlera avec Martial après. Je crois qu'il a préparé quelque chose justement qui s'inscrit là-dedans.
Et finalement, comment est-ce qu'on a pu répondre à vos attentes? On a parlé de l'excellence opérationnelle. Est-ce que on peut se parler d'une extension d'équipe pour vous chez Orchestra, de la part de JV Web? Oui, c'était d'ailleurs moi mes conditions, c'est qu'on essaye vraiment d'avoir non pas une relation prestataire annonceur ou une relation client-agence. L'idée, c'était de se dire, tout comme j'ai fait dans mon ancienne vie, qu'on ait une vraie task force et qu'on puisse être main dans la main, partenaire de la perf et aussi finalement de l'évolution de la boîte. Parce que ce qui est important souvent, c'est que on est au même niveau d'information l'agence, voire plus d'informations, voire plus que l'annonceur, pour que justement l'agence, elle ait le feeling sur la saisonnalité, la proactivité sur la plupart des campagnes et surtout cette notion de challenge constant à la fois de nos équipes et de notre côté aussi, on vous challenge sur la plupart des sujets. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment on fait pour juste ne pas avoir des calls tripartites, des réunions qui peuvent être utiles ou non, mais de se dire, voilà, comment on fait des vrais workshops, comment on prévoit, comment on le fait quasi tous les 2 mois ensemble, des vrais plan d'action pour les futurs OP et faire en sorte que finalement on soit toujours en phase avec le marché. Et en parlant de workshop, du coup, ça me fait une bonne transition. Il me semble que pour votre campagne de la rentrée, où on vous a vu à la télé, on vous a vu à la radio, on vous a vu partout dans la rue, vous êtes passé par le studio JVweb pour faire une partie de vos créas. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Bah oui, c'était et merci Martial pour le coup parce que on a fait un vrai travail de titan. Il y avait 2 sujets en interne. Il y avait une vraie notion de finalement d'image de marque. On a des brand managers qui sont toujours derrière moi sur le tone of voice, sur les différents claims qu'on a sur la plupart des wordings, sur la manière finalement de représenter Orchestra sur le digital. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'était quand même de se dire, OK, ils sont gentils. Par contre, moi, je dois aller chercher de la perf et du CA. Comment je fais ça? Comment je fais en sorte d'amener mes équipes web design à avoir finalement des créas qui font le job? Et là, il y avait une vraie problématique, c'était de se dire que la conduite du changement, elle prend du temps. Ne serait-ce qu'acculturer les gens, ça prend du temps. Moi, j'ai besoin de créa demain, d'accord? Et c'est là où j'ai pris mon téléphone, j'ai dit JV Web, vous avez un studio, on a déjà fait des tests ensemble se sont avérés concluants. Comment on fait finalement pour maintenant encore plus appuyer sur le champignon et faire en sorte que ma campagne de rentrée scolaire, qui est, on a tous des marronniers, hein, je pense, mais moi c'est vraiment le jour ou en tout cas la périodicité de l'année sur lequel je dois être là. Et je dois vraiment avoir un time to market hyper précis. Du coup, on a bossé avec Martial sur vraiment cet aspect-là de comment on peut créer à la fois finalement une cohésion entre nos équipes web design qui, elles, ont des attentes et des contraintes de représentation de la marque versus de la perf et l'expérience de JV Web sur l'attendu des plateformes. Parce que c'est ça l'important en fait. Super, merci beaucoup Abdel. Est-ce que tu as un mot de la fin pour notre audience aujourd'hui, avant de laisser la place à Martial? J'ai vu passer 2 sujets qui étaient assez intéressants. Sur la partie lead gen, je voulais vous parler de ça. Pensez toujours à apporter de la valeur à vos clients. Là, en ce moment, on va bosser sur une OP qui est dédiée à de la distribution de biberons avec une marque distributeur. C'est important finalement de se dire que même si on offre un produit à date, finalement, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la data qui en découle. Et ça, c'est important de finalement itérer sur vos différents lead magnets pour avoir toujours, en fonction, en face d'un lead magnet, une segmentation. Moi, j'opère sur une verticale qui est quand même assez large et du coup, je ne peux pas être à même de distribuer quelque chose sans forcément savoir exactement ce que veut la personne derrière. D'accord? D'où l'importance d'itérer sur plusieurs typologies de lead magnet pour essayer de segmenter au mieux déjà au départ. Et pour continuer sur le deuxième point, moi j'en ai abusé des coupons, d'ailleurs merci. Voilà. Et non, le mot de la fin, c'est vraiment essayer, quoi qu'il arrive, hein, que vous bossez avec X ou Y agence. L'important, c'est finalement l'excellence opérationnelle et la proximité que vous avez avec votre agence dans l'implication du business. D'accord? C'est ça vraiment la clé de la réussite
de cette relation et du fait que vous allez réussir sur les plateformes. D'accord? Parce que derrière, il y a une vraie notion de, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur des structures de compte, sur l'apport de la technique, etc. Mais si votre relation n'est pas au clair et finalement les account managers que vous avez en face ne sont pas en phase avec vos objectifs et ils n'ont pas compris finalement qu'il fallait mettre le poids du corps pour arriver à faire du cash, ça c'est problématique. C'est pour ça que je vous invite vraiment à rechallenger cette notion-là et cette relation-là et à faire en sorte, moi je ne peux pas me permettre entre guillemets, de laisser passer le moindre écart dans le sens où on a des toutes petites marges, on fait du volume, c'est un business de volume, on a énormément aussi de notions de drive to store, on est impliqué aussi dans la notion de notoriété au global et finalement en fil rouge aussi sur les différentes plateformes et ça implique que l'agence soit constamment à la fois challengée et à la fois impliquée dans votre business. Voilà pour moi. Merci beaucoup Abdel. Bonjour tout le monde. Donc, on va partir sur la partie créa. Donc, je me présente dans un premier temps, donc Martial Christofiak. Je suis responsable de la business unit studio chez JWeb. Mon périmètre, en fait, c'est de créer des créatifs qui soient performantes sur Meta et aussi des landing pages. Donc aujourd'hui, je vais vous faire plutôt le focus sur la partie créa. J'ai eu un super feedback de Abdel, donc ça fait plaisir, déjà qu'il m'a introduit. Donc aujourd'hui, on va voir comment on fait des créas efficaces sur Meta. Donc déjà, je vais commencer par un petit sondage. Qui aujourd'hui dans la salle fait des A/B tests chaque semaine sur ses créas? Si vous voulez lever la main. Ok, très bien. Marie-Capucine aussi, tu peux lever la main. J'ai la chance d'avoir des clients dans la salle, donc je sais que ça se fait aussi. Qui change ses créas tous les mois? Ok, d'accord, majorité. 3 à 4 fois par an? Ok, d'accord. Et peut-être 0 à 2 fois par an qui ne change pas trop ses créas? Ok, ça marche. Donc, je sais que c'est un frein chez beaucoup d'annonceurs. Pourquoi je le sais? Parce que en fait, moi, avant de faire la business unit studio, et encore actuellement, je gère des comptes. Donc en fait, je connais les problématiques des annonceurs et je sais qu'avoir des créas fraîches et régulières, c'est vraiment compliqué. Il y a toujours pas mal de freins. Et j'en ai identifié 4 grands. Donc en fait, il y a 4 grands freins classiques pour moi. Il y a le manque de temps. Donc, en fait, le manque de temps, c'est, vous allez peut-être vous reconnaître, hein, c'est je n'ai pas pu faire les créas car j'ai dû prioriser une tâche qui était plus importante en interne. Donc ça arrive souvent. Il y a le manque de compétences, c'est qu'on n'a pas la ressource en interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. On n'a pas la personne en interne pour le design et on peut utiliser, des fois on nous dit la question, on peut utiliser les visuels du site. En fait, non. Il faut des créatifs qui soient dédiés au levier. En fait, ça, c'est pas vraiment possible. Il y a le manque de matière, c'est j'ai pas d'image, j'ai pas de vidéo pour construire des créatifs performantes. Du coup, on va continuer avec les créas actuels, ça marche comme ça. On va essayer d'aller jouer sur les audiences, les stratégies de campagne. Bon. Et il y a la qualité des créas. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est je veux des créas qui soient à la fois performantes, mais aussi qui soient belles. Donc ça, c'est un autre frein. Des fois, c'est un peu dur d'allier les deux. Donc, on va voir un peu comment nous, on fonctionne chez JWeb. En fait, déjà, il y a une formule qui est assez clé. C'est en fait les créas fraîches qui ne sont pas adaptées. Si vous les laissez tourner sur votre compte un certain nombre de jours, et ben en fait, ça égale aux mauvaises performances. Parce qu'une créa qui ne va pas marcher, que vous allez laisser une semaine parce qu'en fait, je n'ai pas la ressource en interne, ou alors je veux une créa belle, donc ça va prendre du temps, donc je vais passer soit par une agence, soit par mon designer, mais voilà, je veux que tout soit parfait, etc. En fait, ça fait 7 jours que la créa elle tourne, vos performances elles se sont dégradées, vous pouvez jouer sur les audiences, sur les campagnes, sur le conversion API, la créa elle a tourné, donc c'est un peu trop tard. Là, vous avez perdu de la performance, vous avez perdu de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la formule clé aujourd'hui. Du coup, comment nous on fonctionne chez JWeb? Je vous ai donné un exemple un peu concret. Donc sur la gauche, j'ai trouvé un exemple sur la bibliothèque publicitaire. C'est un annonceur, donc c'est Sons, qui a une créative qui marche très bien. On va dire que voilà, aujourd'hui, demain, en fait, sa créa marche plus trop. Il faut la changer. Donc il va repasser sur une phase de design. Donc il va aller faire une réflexion, on va réfléchir sur le tone of voice, le message, mais en fait je veux que la créa soit plutôt avec une petite barre sur la gauche et le logo, plein de petits ajustements qui vont prendre du temps parce qu'il faut passer par la ressource interne, etc. Donc on va dire que si on a la ressource, ça va prendre 1 à 2 heures pour une seule créative. Et nous, comment on fonctionne chez JWeb? En fait c'est simple, on va créer un modèle.
Ce modèle-là, je vais venir le décliner. En fait, je vais vous expliquer ça plus en détail après. Mais je vais le décliner. En fait, c'est la même créative, c'est le même modèle, mais je vais changer pas mal d'éléments dessus. Et ça, c'est hyper rapide. Moi, en 5-30 minutes, je vous sors une dizaine de créatives qui sont différentes pour l'algorithme et qui permettent de renouveler et d'aller chercher des nouvelles performances en testant plusieurs messages, parce que en fait, il y a une personne qui sourit à l'image, une personne qui regarde plutôt l'utilisateur. En fait, plein de tests qu'on peut faire. Et il n'y a pas besoin forcément de changer le modèle, en fait. Simplement garder le même modèle et aller changer, faire des déclinaisons qui sont assez simples, et ben c'est suffisant aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on fait du snack content. C'est vraiment du contenu très rapide, comme dans un snack. Hein, voilà. Pourquoi? En fait, les avantages, c'est que c'est un gain de temps. On va pouvoir créer beaucoup de contenu très rapidement, donc ça, vous l'avez compris. C'est plus économique parce que on n'a pas besoin d'user de la ressource ou de passer par une agence. Et surtout, c'est super A/B test friendly parce qu'en fait, on va le voir un peu comment on fonctionne nous par la suite, mais ça nous permet d'aller, comme je vous dis, tester plusieurs messages, tester plusieurs prix, plusieurs produits. Donc c'est hyper intéressant. On peut même aussi aller tester les call to action et autres. Donc en fait, sur cette template, moi ce que je vais aller décliner, en fait, je vais aller décliner le wording parce qu'on ne parle pas en fonction de vos typologies d'audience. Je ne vais pas parler de la même façon à quelqu'un en acquisition ou à quelqu'un sur une audience de reciblage. Et après, en fonction de la granularité de vos campagnes, ça peut aller même encore plus loin en fait, en fonction de vos types de cibles, la fidélisation ou autre. Ensuite, je vais aller tester les couleurs parce que des fois, on s'est rendu compte que du bleu marchait mieux que du vert ou autre. Bien sûr, en général, on respecte votre charte graphique, donc c'est pas toujours possible d'aller trop loin là-dessus. Ensuite, il y a les visuels. Vu que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'audience lead, je sais que par exemple, quand on met une personne à l'image qui va regarder l'audience, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a des résultats qui sont mieux, surtout si la personne ne sourit pas, par exemple. En fait, si la personne sourit, en général, les gens ont un peu peur en fait que derrière soit un peu entre guillemets une arnaque et du coup vont pas forcément convertir. Et ça, c'est un vrai test qu'on a fait. Et rien que changer un sourire, ça change vraiment les performances des créatives. Et ensuite, le call to action, ça c'est un classique. En fait, on le remet toujours nous en double sur la créa, même s'il est présent directement sur Meta. Mais ça permet d'aller en fait inciter la personne à aller cliquer sur votre créative, qui est en fait qui prend un plus grand espace publicitaire que le petit bouton qui est directement en organique sur la plateforme. Donc en fait, aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est comment nous on fonctionne chez JWeb au studio. C'est que je vais prendre le brief du client, ses préférences, les USP qui sont disponibles, ses objectifs, comment il souhaite mesurer les données qu'il possède sur son marché. Je vais réaliser la template en fonction de toutes ces infos que j'ai pu avoir. Donc ça peut me prendre 3 jours, mais ça peut être réduit en fait en fonction de si l'annonceur peut me donner des informations assez rapidement. Et ensuite, je vais créer des variables. Et la chance que j'ai, c'est qu'en étant aussi, en ayant géré des comptes, je connais bien les comptes et en plus, je peux parler directement avec les account managers. Donc, je comprends leurs problématiques et je comprends les problématiques de leurs annonceurs. Et je vais créer des variables en fonction de leurs audiences, des assets créatifs qu'ils m'ont fournis, des différents messages que l'annonceur souhaite tester et que nous, on peut lui proposer. On est aussi force de proposition là-dessus. Et en fonction de ses budgets. En fonction des budgets, effectivement, on n'aura pas le même nombre de déclinaisons, par exemple. Et ensuite, en fonction des résultats, par exemple, on va avoir un résultat A qui ne va pas marcher, j'arrête de décliner là-dessus parce que je sais que ça ne marchera pas et ça ne sert à rien de forcer là-dessus l'algorithme. Par contre, mon résultat B, je sais qu'il va bien marcher, je vais aller prendre ma template, enfin ma déclinaison B qui marchait bien, et je vais aller commencer à changer des éléments sur ma template, ma déclinaison B. Je vais faire une BA, une BB, une BC, et jusqu'à temps de trouver comme ça et de faire des A/B tests en continu, non-stop. Je ne laisse pas le temps à l'algo de réagir et je cherche tout le temps la performance. Comment j'analyse? Il y a des règles qui sont assez simples. Hein. Par exemple, dans le retail, on va aller faire 2 à 3 fois le CPA cible. Ça, c'est un bon indicateur. Après, bien sûr, il y a toujours une granularité. Il faut vraiment en fonction des annonceurs. Et après, vu que je sais que peut-être la majorité d'entre vous pilotent au ROAS, on peut se dire que par exemple, une créative qui a dépensé 100 € est une créative où on va pouvoir avoir un enseignement assez intéressant. Et voilà, si elle n'a pas apporté de résultat, si elle n'est pas rentable, dans ce cas-là, je vais la couper et elle passe du coup dans l'audience A qui ne fonctionne pas. Ensuite, en fait, ce qu'il nous faut, c'est suivre ces performances. Et sur la plateforme, je pense que vous l'avez remarqué, c'est super dur de suivre les performances d'une créa. Parce qu'en fait, elle peut être dans différentes audiences, au même endroit, etc. Et du coup, c'est super compliqué. Et nous, ce qu'on a fait avec l'équipe JWeb, et en fait, on a la chance d'avoir des développeurs et de pouvoir faire aussi de la recherche et du développement. On a créé un dashboard créa, en fait, qui permet en fait, plusieurs niveaux d'analyse qui sont hyper intéressants. On peut avoir une analyse globale. Donc ça, c'est
ce qui se rapproche de la plupart des data studios par exemple qu'on peut avoir aujourd'hui. Une analyse en fonction des flux. Est-ce que ma créa elle va plutôt vers de l'acquisition, plutôt de la fidélisation? Donc ça c'est une analyse qu'on n'avait pas avant qui est hyper intéressante. Une analyse par créa, donc ça c'est le b.a.-ba. Et ensuite par exemple pour les e-commerçants, une analyse par produit, par thématique, par axe publicitaire en fait globalement, et par format, est-ce que c'est de l'image, de la vidéo ou autre. Parce que je vous le dis, on peut aussi faire de la définition en statique, mais aussi en vidéo en fait. Tout est possible. Pour compléter un peu ce point qui était hyper intéressant pour moi, c'était que côté Orchestra, on a besoin finalement de faire une conduite du changement et d'acculturer la plupart de nos équipes web design à finalement les performances autour de chaque créa et chaque format de créa. Et c'est vrai que Martial, lui, il fait vraiment un boulot de test and learn et de R&D sur la plupart des formats de créa. Et nous, ce qui était important, c'était finalement de mettre des chiffres en face pour justement montrer au web design et montrer à nos équipes en interne, ok, c'est ça qui marche en acquisition, c'est ça qui marche sur nos différents canaux, et voilà sur quoi on tend. Et en fait, si on veut finalement avoir déjà de la matière première qui soit en phase encore plus avec finalement les objectifs de perte de Martial, c'est comme ça qu'il faut finalement amener nos équipes à analyser et à voir les différentes perfs autour des créas. Et c'est comme ça qu'on peut les acculturer. L'avantage aussi d'un dashboard, c'est que souvent, on n'est pas amené à avoir un jugement ou peut-être une perception aussi biaisée finalement de la créa qu'on a parce qu'on est au sein du business et qu'on n'a plus une vision assez macro et assez agnostique de la chose. Et ça, c'est assez intéressant de voir cette typologie de rapport parce qu'une fois que vous l'avez mis dans les mains du web design, tous les jours, ils vont aller regarder et tous les jours, finalement, ils vont s'imprégner des itérations côté acquisition et se dire putain ils ont fait ça, c'est plutôt pas mal, ça ils l'ont fait comme ça, tiens pour la saisonnalité, et après vous allez voir qu'on va rentrer dans une espèce de routine et d'automatisation de ce process qui va faire que l'ensemble des créas qui vont arriver vont être forcément plus quali. Exact, merci Abdel. Et ensuite on peut voir une analyse par produit. Pourquoi c'est hyper intéressant, hyper novateur, c'est que je ne vous parle pas de flux produit aujourd'hui. Là je vous parle vraiment de créatif statique. Et en fait, je suis capable de dire sur ma créative statique, c'est tel ou tel produit, telle catégorie de produits. On peut ajouter encore plus de granularité, mais là, on a pris des catégories de produits. Et en fait, les équipes d'Abdel peuvent savoir, par exemple, tel produit n'a pas fonctionné, ou voilà, la doudoune, ça marche super bien en ce moment, on voit que la créa cartonne, et on va aller créer plutôt plusieurs visuels doudoune, etc. Et en fait, c'est quoi? On gaspille plus de budget sur des créas qui ne marchent pas. On maximise le budget sur les top créatives. Et on anticipe les prochaines opérations. Parce qu'en fait, c'est des learnings qu'on aura dans le temps et qui permettront l'année prochaine de ne plus faire les mêmes erreurs parce qu'on aura pas mal d'enseignements. Oui, et puis dernièrement, il y avait aussi une notion importante, c'est que on est hyper météo dépendant. Et le fait d'être hyper météo dépendant nous amène à essayer d'itérer très rapidement. Parce que on s'est rendu compte pendant la première quinzaine de septembre qu'on a été encore confronté quand même à pas mal de grosses chaleurs. Et de ce fait, vu que nous, on a des lignes de Réa Pro en magasin, on a une certaine collection qui est mise en rayon, notamment sur nos tables d'attaque qui sont un peu finalement la vitrine à l'entrée du magasin. Tout ça nous amène à itérer sur cet aspect-là pour justement aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires au mètre carré. Ce qui fait que finalement, juste en ayant cette notion-là, côté digital, on peut avoir des actions à la fois en magasin et à la fois aussi sur le merch côté web. Donc il y a vraiment deux aspects de se dire comment on peut réagir assez rapidement en fonction de la perf produit et comment on peut faire finalement, comment on peut isoler certains critères dus au créa ou dus au produit pour justement aller chercher des petits quick wins en magasin ou sur le web pour aller chercher encore plus de chiffre d'affaires. Donc ça c'est un vrai apport qu'on n'avait pas avant. Et finalement, si vous ajoutez à ce type de rapport à ce que vous avez tendance un peu à analyser au quotidien, vous pouvez en tirer de gros enseignements. Parfait. Du coup, on va parler du cas Orchestra, parce qu'en fait, la rentrée des classes, vous vous en doutez, c'est un gros potentiel et un gros objectif pour Orchestra.
Et en fait, là, la problématique qu'on avait, pourquoi on a utilisé ce modèle de snack content, c'est que en fait, les équipes d'Abdel voulaient vraiment démultiplier les formats, leurs vidéos. En fait, ils avaient une vidéo, ils avaient besoin d'avoir des créas hyper rapidement. Il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, Abdel. En fait, il a besoin de créas limite le lendemain. En fait, il me faut beaucoup de créas, il faut faire tourner, j'ai du budget, il faut balancer, il faut qu'on trouve ce qui fonctionne. Donc en fait, moi, les équipes d'Orchestra m'ont envoyé la vidéo. En fonction du contenu de la vidéo, de la DA, etc., bah, en fait, j'ai repris tout ce qui est tone of voice, message, je l'ai retranscrit sur une template statique et qu'on est venu décliner. Et en fait, ça représente quoi? Là, il n'y en a pas que 3. En fait, il y a eu 20 créatives en tout, fois 3 formats. Et parce qu'il y a le format carré, le story, le paysage. Et en fait, c'est pour aller aussi sur tous les leviers parce qu'en fait, ça va aussi sur excuse-moi Vittorio, mais aussi sur Google Ads, ça va sur tous les formats. En fait, l'idée, c'est de pouvoir attaquer sur tous les leviers possibles et de laisser aucun trou dans la raquette, en fait. Donc ça a permis de répondre du coup à la problématique d'Abdel. Ça a super bien fonctionné et je vous coupe un peu l'herbe sous le pied. Pourquoi il n'y a pas le logo aussi sur la partie story? En fait, c'est une bonne pratique aussi sur Meta. Je vous donne un petit tip, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Meta rogne énormément sur la partie story, ce qui fait qu'en Reels, etc., le logo est affiché en organique, en fait, directement sur la plateforme. Et en fait, ça sert à rien de faire le double logo parce que visuellement, déjà, ça gâche la créative, ça permet pas de le voir et en fait, c'est déjà mis sur la plateforme. Donc pas besoin de faire double travail. Il y a un point important, c'est sur cette notion de charte qui est du coup déclinée et qui fait que assez facilement, vous avez un facteur de mémorisation qui augmente. Et moi, ce qui est intéressant pour moi en tant que responsable d'acquisition, c'est d'augmenter le nombre de touchpoints si c'est nécessaire et de faire en sorte qu'on ait le moins de touchpoints possible pour arriver à conversion. Dans certains cas, il y a besoin de faire passer les gens de step en step, et dans certains autres cas, il y a besoin directement d'aller les inciter à convertir. Et du coup, quand vous êtes dans cette notion d'itération et d'arriver à avoir finalement énormément de formats, vous pouvez faire de la file, on a fait du Amazon Ads aussi, on a fait on a fait du TikTok, etc. Et on était présent sur quasi 10 canaux. Et ça nous permet finalement, avec une seule typologie de livrable déclinée X fois, d'arriver à couvrir globalement l'ensemble des canaux. Exact. Et en fait, on a un autre cas où, en fait, là, dans un premier temps, ce que je vais montrer, c'était plutôt du teasing, c'était plutôt de la notoriété, du branding. Et ensuite, il fallait chercher de la performance. C'était le moment. Et en fait, du coup, on a utilisé une template qui est plutôt e-commerce. Donc, en fait, on peut créer des templates qui sont différentes en fonction des typologies de campagne. Et ici, c'est le cas où c'est vraiment du full e-commerce. Et en fait, on a été chercher de la performance. Et en fait, sur ce type de créative-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise aussi une fonctionnalité de Meta qui permet de pinguer les produits directement sur la créative. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on n'exploite pas le flux produit, mais pourtant, on peut quand même sur la créa aller envoyer sur un autre produit. Et en fait, du coup, comme je vous disais, c'est là où on va aller catégoriser les produits et autres, ce qui va ressortir sur le dashboard. Et donc, en fait, on laisse jamais vraiment le temps à l'algo, on va toujours le nourrir et en fonction des performances, on décline. Voilà, je ne sais pas si Abdel, enfin, c'est vrai que j'ai pas parlé de chiffres. Peut-être Abdel, si tu peux nous dire l'efficacité de cette campagne. Alors, je peux pas donner de chiffres. Voilà, mais bon, je vais vous dire quand même au global sur le budget, ce qui était intéressant, c'était on était à peu près à 20-22% de traf en plus sur la période versus N-1, et surtout on était à moins 15% de budget. D'accord? Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on est finalement dans une conjoncture assez compliquée. On a besoin d'augmenter le nombre de points de touche pour convertir. On a besoin aussi d'en créer un certain nombre de valeurs associées à nos produits. Et finalement, quand on est dans une notion de vente pendant la rentrée scolaire et d'être en phase avec les besoins finalement de la rentrée scolaire, c'est assez compliqué d'essayer de vendre de la doudoune quand il fait chaud. D'accord? Et du coup, ce qui était important pour moi, c'était d'AB tester très rapidement et de voir ce qui va fonctionner. Et finalement, quand on a un combo à la fois de t-shirts mi-saison, vous voyez, on est sur des produits à 3,99 €. Donc, il faut AB tester assez rapidement. Et ensuite, de grosses pièces qui sont un peu plus chères. C'est cette notion d'AB test qui était important. Finalement, on y arrive assez facilement maintenant avec ces déclinaisons. Et je vous invite à rentrer dans ce process et à faire en sorte aussi finalement de, entre guillemets, templétiser l'ensemble de vos créas et faire moult A/B tests.
Voilà, parfait, merci. Eh bien écoutez, merci. Peut-être que je te laisse la main, Émeric. Mais alors déjà, première chose, s'il y a des questions, je propose de les poser maintenant. Donc, est-ce que certains d'entre vous veulent poser des questions? Sinon, on peut se voir après en one-to-one. On a 1 heure, donc il n'y aura pas de problème. Oui? C'est une question un peu basique, c'est plus sur le type de contenu qui fonctionne. Est-ce qu'il vaut mieux quand on est une marque poster, enfin avoir un post avec par exemple la photo d'un produit qu'on vend déjà sur Instagram par exemple, sponsoriser le post, ou est-ce qu'il vaut mieux faire quelque chose de vraiment super focus directement sur Meta, enfin sur le manager, et ensuite faire une publicité vraiment juste dédiée à la publicité quoi. Je sais pas si c'est clair. Ben, alors en fait, on va plutôt utiliser directement le business manager, le gestionnaire de publicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on va avoir plus d'insights. C'est là où on va récolter le maximum de données, en fait. Ensuite, c'est parce qu'en fait, on va pouvoir faire des créas dédiés. Et parce qu'en fait, c'est bien de sponsoriser un post. Et c'est possible aussi de le sponsoriser directement dans le gestionnaire de publicité. Mais en fait, le mieux, c'est de centraliser tout sur le gestionnaire de publicité pour avoir un seul et même endroit déjà où on travaille, de pouvoir remonter la donnée via d'autres outils, par exemple Looker Studio, etc., qui permettent de créer des rapports personnalisés. Donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt ce type de plateforme, enfin de ce type de méthode. Et c'est aussi parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus de possibilités en fait en termes de ciblage, en termes de type de campagne, en termes d'audience, etc. Voilà. Et autre chose, c'est juste que du coup, ces publicités-là, une fois que la durée de la publicité est terminée, elle s'efface. Enfin, elle est plus du coup sur les réseaux. C'est, C'est alors, pareil. alors, en fait, si vous la sponsorisez, elle va toujours être dans les réseaux et vous avez toujours la data, entre guillemets, mais vous avez très peu d'insights qui en ressortent d'ailleurs si vous passez par l'organique. Par contre, si vous passez par le gestionnaire de publicité, en fait, la créa sera toujours disponible. Ensuite, elle est coupée. Donc, vous avez la possibilité soit de programmer, soit de mettre des règles automatiques pour couper l'annonce quand il faut la lancer, enfin la couper. Et en fait, elle reste historiquement sur votre compte. Donc, cette data-là, elle disparaît jamais. Et en fait, vous nourrissez un algorithme aussi. C'est ça qui est important, c'est qu'on en parlait. C'est qu'en fait, si on passe par le gestionnaire de publicité, on nourrit en continu l'algorithme. Et ce qui fait qu'en fait, tous les enseignements que vous avez sur votre compte en fait, vont être bénéfiques au lancement de vos prochaines campagnes. Ce que vous n'avez pas quand on sponsorise juste un post. En fait, sponsoriser, c'est vraiment mettre en avant temporairement parce que j'en ai besoin, mais c'est pas, c'est pas viable pour faire de l'acquisition ou une stratégie. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour, merci en tout cas pour toutes les informations déjà. Moi j'avais une première question sur la partie un peu plus perf. Aujourd'hui, moi je pilote des campagnes au CPA Target, mais en fait je n'ai pas l'API de conversion qui est posée. Est-ce qu'en fait ça vaut le coup si je remonte pas l'ensemble de mes conversions sur la plateforme Meta? Alors quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas l'API de conversion, que ce soit en CPA Target, en maximiser le volume de conversion, peu importe, tu vas perdre une partie de la donnée. Donc le prérequis aujourd'hui, c'est vraiment de mettre le plus rapidement possible l'API de conversion. Maintenant, que ce soit au CPA Target ou une autre méthode d'enchère, en fait, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est selon le développement de ton compte, selon les tests que tu as déjà pu mener. Donc, si le CPA Target, toi, c'est quelque chose sur lequel tu peux avoir de la perf et tu l'as déjà testé, oui. Sinon, si c'est la seule porte d'entrée que tu as testée pour l'instant, bah, ça vaut le coup d'essayer justement d'arrêter ce CPA Target pour laisser l'algorithme essayer de chercher justement les meilleures performances sans le brider et sans l'orienter vers quelque chose. Je crois qu'on était à 17 mois d'incrémental sur Orchestra au moment où on est passé en server-side justement. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc il y a un vrai intérêt à le faire parce que finalement quand tu perds ton tracking, tu perds une visibilité de ce que tu as. Et si toi tu es à même d'aller chercher de la perf et que finalement tu te dis bon, c'est comme si tu vas aller faire une course de Formule 1 et que la Formule 1 n'est pas préparée comme il faut. C'est logique. Et j'avais une deuxième question plutôt sur la partie créa. J'essaye d'AB tester effectivement des créas toutes les semaines. Aujourd'hui, les créas qu'on AB teste, je les mets dans tous mes ensembles de publicité pour voir s'ils répondent aux différentes audiences. Parce que je n'ai pas forcément le temps et les ressources nécessaires pour AB tester des créas par rapport aux audiences. Je regardais tout à l'heure, tu disais Martial que justement il fallait qu'on dépense à peu près 2 à 3 fois le CPA cible pour s'apercevoir que la créa était efficace ou pas. Mais dans dans nos ensembles de publicité, parfois l'algorithme Meta va dépenser plus sur telle ou telle créa, pardon.
Du coup, parfois, je peux les laisser peut-être une semaine et en fait, elles vont dépenser rien du tout. C'est la créa prédominante en fait que j'ai laissée, qui a le CPA cible moins fort, qui va prédominer et qui va dépenser. Comment on peut savoir justement et comment est-ce qu'il y a un moyen de tester rapidement la créa? Ouais, bah c'est une super question. En fait, c'est tout à fait possible. En fait, ce qu'on recommande en général, c'est de créer un laboratoire créa. En fait, c'est un laboratoire de test qu'on va setup sur le compte. On va le passer en ABO, c'est-à-dire qu'on laisse pas l'algorithme faire le choix. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, bah, l'algo, il va là où ça marche le mieux, hein. Il va au chemin le plus facile. Donc, en fait, il va jamais dépenser sur les autres créas. Ça, on est d'accord. Et quand tu fais en ABO, tu lui dis, bah, dépense. Dans tous les cas, tu vas dépenser sur toutes les créas et tu vas tout tester. Et en fait, en fonction, on peut faire des laboratoires plus ou moins complexes, avec plusieurs audiences, plusieurs créatives différentes par audience. Donc on peut vraiment ajouter cette phase-là. Et en fait, on le force à dépenser. On détecte rapidement, en fait, on peut le faire même en quelques jours. On détecte rapidement les top créas. Ces top créas-là, je vais les extraire et je vais aller les remettre sur mes campagnes en CBO avec mes top audiences. Comme ça, en fait, tu n'as plus ce cas où en fait, il a jamais testé ma créa, donc c'est dommage, alors qu'en fait, elle peut marcher. C'est pas parce qu'elle n'a pas dépensé qu'elle marche pas. Elle n'a pas dépensé parce que au début, il a trouvé celle qui marchait bien et en fait, un peu dans sa zone de confort, il va continuer à dépenser dessus, quoi. Merci. Merci. Est-ce que vous faites des créas animés dans le studio et est-ce que vous constatez du coup une différence entre les performances des créas animés, parce qu'on est de plus en plus amené à en voir, versus les créas statiques? Ouais, alors quand tu dis créa animé, tu parles plutôt de motion design ou alors d'une statique qui va avoir des éléments qui vont bouger, quelque chose d'assez simple. Plutôt la deuxième option, effectivement, Plutôt. partir d'un template statique, d'animer légèrement, juste pour qu'au moins l'algorithme sache que c'est quelque chose qui C'est ça. bouge, quoi, on va dire, et voilà. Franchement, pour être totalement transparent, c'est des tests qu'on a effectués. S'il n'y a pas énormément de changements, si c'est juste une animation ou autre, il y a très peu de gains en fait. Parce qu'en fait, ils considèrent que c'est un format vidéo, donc tes CPM déjà ils vont augmenter. Donc en fait, ça va te coûter un peu plus cher. Et en fait, il y a très peu de gains, il y a très peu de valeur parce que c'est juste un effet fade, une transition ou autre. Et en fait, il faut savoir aussi que en général, quand ça dépend des paramètres, mais quand on active tout ce qui est Advantage plus optimisation, en fait, il va déjà faire ces effets-là, en fait, Meta. Donc, en fait, tu lui rajoutes du travail alors qu'il le fait déjà très bien. Donc, pour moi, enfin, au vu des tests que j'ai menés, ça n'a pas eu d'impact, ou très peu. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande forcément. Mais par contre, des fois, ça peut être l'occasion de tester. Et tu vois, c'est pas figé dans le temps. Mais en tout cas, actuellement, il y a eu très peu de très bons résultats là-dessus, en tout cas. Merci. Moi, j'avais testé par le passé. J'ai vite abandonné. Ouais, je te conseille vraiment de créer vraiment un vrai format vidéo, quelque chose de pertinent et qui a une vraie valeur pour l'utilisateur. C'est ce que disait Abdel tout à l'heure aussi, faut penser à l'utilisateur, faut lui donner une valeur en fait, faut lui donner quelque chose qui l'intéresse. Il est dans les transports en commun, il consomme le contenu, il s'en fout en fait qu'il y a un effet transition, tu vois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la vidéo, elle est sympa, le produit, il a l'air sympa, il est bien mis en avant dans la vidéo, etc. Donc ça, c'est intéressant pour lui. Mais par contre, juste un effet en très peu d'impact. Ouais, t'achètes de l'attention. C'est ça qu'il faut retenir en fait. C'est que t'achètes de l'attention et au même titre sur d'autres canaux, hein, excuse-moi, je me permets de parler de Google rapidement, mais Google, ils avaient mis les performances max avec cette notion de vidéo superposée, etc. Si à un moment donné, tu ne mets pas une créa qui fait le job en face, tu as la même problématique que là. Pousse davantage cette vidéo. Oui. Merci. Bonjour. Parce qu'effectivement, nous, on a aussi cette problématique de statique, de dynamique, donc on a testé les deux. Alors, pour notre part, le format dynamique fonctionne mieux que le statique, et on a gardé cette stratégie en pensant que l'algorithme, aujourd'hui, on sait très bien que notamment Meta pousse les vidéos. Donc finalement, un format dynamique .mp4, Meta le pousse davantage. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou simplement une idée reçue? Alors, je pense que ça peut être ça. Alors, ça peut être vrai, ça peut améliorer en termes de diffusion, mais alors en termes de diffusion, mais en fait, c'est pas forcément qualifié dans une stratégie, par exemple e-commerce ou retail ou lead. En fait, nous, ce qui nous intéresse à la fin, c'est la conversion. Donc, en fait, ça peut avoir plus de sens parce que parfois, c'est plus poussé. Ça, c'est quelque chose qui est vrai, le format vidéo. Mais comme je dis, les CPM augmentent un peu. Donc, on va avoir une plus grande diffusion, on va avoir un peu plus de trafic, mais s'il n'est pas qualifié derrière, pour moi, ça a peu d'intérêt. Et c'est pour ça que je vais plutôt prioriser du statique à la performance plutôt que du statique vidéo, en fait, comme ça. Voilà. Après, une fois de plus, ça rejoint aussi quelle typologie de campagne on va tester. Je pense que c'est intéressant aussi de mener ce genre de test sur des campagnes un peu plus haut de funnel, où du coup, on va chercher à atteindre le plus grand volume de personnes, à couvrir notre bassin d'audience. Peut-être qu'on aura des enseignements différents que si on était sur une campagne de conversion ou de retargeting. Donc, ça vaut le coup de
casser en fait ces tests selon les typologies de campagne et selon où est-ce que l'utilisateur va se trouver dans le funnel. Nous, on l'a fait pour la rentrée pour être beaucoup plus top of mind. Mais c'est parce que c'est la période qui requiert ce type d'objectif. Mais sinon, non, c'est ce que disait Pierre. En fait, c'est hyper important de savoir finalement quel est l'objectif en face et comment on va structurer la chose. Il reste une minute ou deux encore. Bonjour, donc du coup c'est pour vous. Du coup, comment vous mesurez en fait l'incrémental des campagnes Facebook dans votre mix média? Est-ce qu'il y a d'autres outils? Comment vous lisez en fait l'attribution? Alors, il y a le Conversion Lift Study dont parlait Pierre. Il y a aussi une chose dont il n'a pas parlé, c'est le Brand Lift Study. Hein. Mais pour notre part, on a fait le choix de solutions d'attribution en complément. Et ce qu'on fait aussi, ce qui a été pendant un temps assez intéressant, c'est de couper certaines typologies de campagnes et de voir finalement l'apport ou finalement la perte de CA. Mais ce qui m'intéressait moi surtout, c'était sur ces outils d'attribution, c'était de savoir, alors j'ai benché tous les acteurs du marché, hein, vraiment, j'en ai fait un bon paquet, et je suis resté sur Masbury, Easyance anciennement, et là on est en train de switcher encore sur un nouvel outil d'attribution qui s'appelle Wizally. Donc il y a des modèles de chapelet, il y a pas mal de différents algos. La problématique finalement sur le SMA, c'est ça qui est important, c'est que cette notion de post-view, on ne peut pas la traquer. Donc c'est souvent en fait de l'extrapolation et c'est souvent un algo qu'on va mettre sur l'outil d'attribution qui va nous donner finalement la value. Moi, ce que je considère, c'est souvent dans la stratégie et dans la manière dont finalement vous allez piloter vos budgets, c'est plutôt de se dire, non pas je pilote ça avec une notion d'incrémental sur le SMA, c'est de se dire comment je fais en sorte que mon mix marketing soit le plus homogène possible. Et c'est ça qui est important. Et du coup, on va y attribuer un certain pourcentage du budget au départ. On va de suite voir en fonction des campagnes qu'on coupe et de l'itération comment on est. Et à ce moment-là, on augmente le budget au fur et à mesure. Pierre est bien content que je lui donne de plus en plus de budget. Et du coup, c'est comme ça qu'on évolue finalement avec la meilleure recette de mix marketing plutôt que de se dire finalement le SMA c'est tant de pourcents, je teste comme ça et j'y vais à l'aveugle et toute l'année je reste comme ça. Moi j'ai été amené par exemple à revoir ma copie sur l'affiliation et à faire en sorte que l'affiliation ne soit plus à la base un levier qui va me permettre de convertir, mais plutôt un levier qui va faire découvrir la marque, par exemple. D'accord? Ce qui est beaucoup plus logique. Mais ce qui était, si à un moment donné, on n'a pas aussi cette vision-là, on n'est pas à même de remettre le SMA à sa bonne place. Et souvent, le SMA se retrouve en fonction de la typologie des campagnes initiateurs, des fois finisseurs, ou des fois, il passe le relais. Donc moi, c'est comme ça que je pilote finalement mon mix marketing. Et si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est vraiment sur ces outils d'attribution. Prenez le temps de choisir un outil qui est en phase avec vos besoins et qui ne va pas vous coûter une blinde versus ce que vous pouvez mettre en budget plutôt sur le canal. Bien, alors on approche des 11h, donc on est quasiment à la fin. Avant de se retrouver pour un moment de convivialité, quelques mots de conclusion. Déjà, les messages clés, les messages marquants qu'on vous a passés depuis le début tout à l'heure, c'est, je vais certainement en oublier, mais avoir un bon dispositif, une bonne structure, la faire vivre au fil de la saisonnalité, et y compris pendant les périodes où l'activité est moindre. C'est le measurement, c'est d'avoir un tracking efficient qui fonctionne, on peut vous aider. C'est cette data qui va dynamiser l'algorithme de Meta. C'est les créas, c'est le fait de les changer régulièrement, de les produire rapidement, donc de trouver un moyen malin et on y contribue. Et donc l'ensemble de ces critères devrait vous aider à développer vos performances, puisque je pense que c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Oui, ok. Il y a un point, il y a deux points que je voulais souligner, mais qui n'étaient pas dans les slides, et c'est un peu le petit bonus, c'est les 2 dernières minutes. La première, c'est vous dire à quel point on est content quand ça fonctionne, et quand on voit nos clients qui sont heureux. C'est un vrai régal de t'entendre expliquer. Il y a d'autres clients dans la salle avec qui ça se passe aussi super bien. Je remercie d'être présent ce matin. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier et que JWeb existe en fait. C'est pour la satisfaction de nos clients, c'est pour vous aider à développer votre business. C'est pas juste des phrases,
Un exemple, une illustration de cela, c'est qu'on écoute ce que disent nos clients, les mots qu'ils utilisent. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit des choses, t'as dit plein de choses très très intéressantes, mais si je sors de la technique et que j'essaie de me dire mais qu'est-ce qui fait que la collaboration, le partenariat va être efficient entre l'agence JVWeb et l'annonceur, le client, c'est prêter attention à ce qui est important pour toi. Alors, je donne des exemples de ce que j'ai entendu. Tu as dit excellence opérationnelle. Tu as dit pédagogie pour aider tes équipes à monter dans le digital, etc. etc. Performance, évidemment. Et en fait, ce sont des points qui sont essentiels. D'abord, d'écouter le client pour s'adapter. Et deuxièmement, ce que tu as mentionné me semble essentiel. Alors, je vous parle de l'excellence opérationnelle et de l'innovation. Parce que ce sont deux points qui font partie de la culture chez JVWeb. Et ce ne sont pas des points qu'on balance comme ça pour se donner une image, etc. C'est qu'on le fait vraiment. Je vous donne un exemple pour chacun. L'excellence opérationnelle. D'ailleurs, Charline, tout à l'heure, m'en a parlé aussi. On sent que c'est solide. Depuis toutes ces années où vous existez, on sent que c'est une agence solide qui fonctionne bien. Pourquoi ? Excellence opérationnelle, c'est parce que d'abord, on a une chaîne d'aide chez JVWeb. Alors, faites des projections avec ce que vous vivez dans votre entreprise. Il y a certainement des choses qui se ressemblent, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de différences. Qu'est-ce qu'on fait depuis des années, 7-8 ans? Il y a une chaîne d'aide. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, il ne sait pas faire, il stresse, il a oublié, bref, c'est pas clair. Il lève la main, il appelle au secours son team leader, qui va voir le groupe leader, qui va voir le manager, qui va voir le fondateur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse personne chez JVWeb sans une réponse, sans un savoir-faire, parfois sur des choses essentielles, mais très très simples. Donc par exemple, chez nous, il est interdit d'aller voir le centre d'aide de Meta en ligne. On demande à son team leader parce que lui, il l'a déjà fait et il sait expliquer ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. C'est fondamental de ne pas se retrouver seul. Donc on a créé ce qu'on appelle un environnement de réussite. Je donne un autre exemple de ce qui est l'excellence opérationnelle selon nous. C'est que le matin, quand on commence sa journée, on fait le pari de programmer et de réussir, de traiter une to-do, mais vraiment tous les matins, on se fait ça toute la journée et on tient compte des priorités de nos clients, de ce qu'ils nous demandent en dernière minute, des analyses compliquées qu'on veut faire en plusieurs jours parce qu'en une journée, ça va nous prendre trop de temps. On essaie de lisser notre production. Et donc, du coup, on est capable de gérer les urgences, comme aussi les dossiers assez longs, comme préparer une business review, par exemple. Je vous mets au défi de préparer votre journée le matin sur tout ce que vous avez à faire. On maîtrise 80%. Mais je vous mets au défi de le faire. C'est un exercice mental, intellectuel, mais qui est énorme parce que derrière, il y a moins de stress et on avance et on délivre dans les temps. Et je vous donne un troisième illustration. C'est passionnant en fait. Quand on apprend à faire quelque chose, quand on apprend à optimiser des campagnes, méta, quand on a une question sympa qui nous est posée, qu'on se dit mais oui, et qu'on va tester, on apprend. Et les learnings, on les écrit dans ce qu'on appelle chez nous des standards. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour faire à date ce geste dans le délai le plus court. Et après, ça part en formation au sein de toutes les équipes. Et ça diffuse. Ce qui veut dire que si demain matin, je trouve une manière vraiment maligne de changer, de paramétrer le bidding automatique d'une campagne méta ou peu importe, où je fais un data studio génial pour voir les performances des créatives, je le garde pas pour moi, je le formalise et ensuite je le diffuse en interne. Et les team leaders ont la tâche de tenir toute leur équipe à jour de ce qu'on a appris parfois la veille. Parce qu'on grossit, donc on ne veut pas exploser. Donc pour maintenir la qualité pour nos clients, il faut qu'on se structure et qu'on ait ce type de méthode. Ça, c'était l'excellence opérationnelle. Et je termine par l'innovation. Chez nous, ça s'appelle Kaizen. C'est un mot japonais. Ça veut dire amélioration continue. Ça commence par de la résolution de problèmes. C'est un truc qu'on devrait nous apprendre à l'école. Je ne sais pas si vous faites de la résolution de problèmes, du PDCA, du PISCAR, du problem solving. Mais en fait, ça consiste à ne rien faire. Ça donne envie. Hein. Ça consiste à ne rien faire tant qu'on n'est pas clair sur le problème qu'on essaie de résoudre et les causes. Et comme le cerveau humain, il fait tout pour aller vite et résoudre les problèmes, la plupart du temps, il fait mal parce qu'il se trompe. Parce que c'est l'intuition. Ouais, c'est évident, tu fais ça, ça ira mieux. Ouais, tu changes. Non.
On prend le temps, c'est une démarche scientifique, on prend le temps de comprendre d'où ça vient, on soulève le capot, on va dans les campagnes, on regarde annonce par annonce, groupe d'annonces, etc., campagne, budget, on fait des extracts, on creuse. Et tant qu'on n'a pas compris où ça bug dans le compte, on n'intervient pas parce qu'on risque de casser, ça risque d'empirer les choses. Et ça, c'est un truc, je ne connaissais pas, on a appris il y a 7 ans, c'est une approche démentielle. Et les business reviews, par exemple, on vient, quand il y a un problème de performance, on vient avec une résolution de problème et on vous dit, et parfois ça fait mal, parce que parfois on vous dit, chez nous, il y a ça qui ne va pas, mais chez vous, l'implémentation du tag a mis du temps, la créa qu'on avait demandé n'est pas arrivée le jour du lancement de la campagne. Et donc ça demande une capacité de collaboration, de confiance, dur avec les problèmes, soft avec les gens. Mais c'est hyper puissant. Et quand on innove et qu'on crée quelque chose et qu'on se rend compte que ça fonctionne, on le partage dans toute la boîte. Et le fondateur, Jonathan Vidor, qui est le patron de JVWeb, une fois par mois, devant toute la boîte, il partage les innovations des 30 derniers jours. Et à la fin de l'année, on fait une cérémonie, on fait des awards en interne. Et les 5 qui ont, chez JVWeb, qui ont créé une innovation utile pour toute la boîte, vraiment, viennent pitcher avec le micro devant tous les collaborateurs et à la fin, on élit la meilleure innovation de l'année. Donc, je voulais vous partager ça parce que quand on choisit une agence et si vous choisissez JVWeb pour qu'on travaille ensemble, qu'on collabore, le mot est fort, c'est parce qu'il y a une excellence opérationnelle qui est grâce chaque jour à cette collaboration qu'on va nouer les uns avec les autres. Et je pense que c'est une de nos particularités et je voulais vous parler pendant quelques minutes de cet aspect culturel de notre agence. Merci beaucoup, Abdel, d'être venu ce matin. Merci à mes collaborateurs Pierre et Marcia, dont je suis très fier, qui sont très compétents et très passionnés par ce qu'ils font. Merci à vous tous d'être venus et je vous propose qu'on continue encore pendant 1 heure en se parlant dans la cuisine. Le café est là, il est chaud. À tout de suite. Merci beaucoup.